va commencer par le témoignage de Géraldine, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux pour illustrer la thématique qu'on va aborder. Donc Géraldine, à toi de jouer. Bon, bonjour déjà. Je m'appelle Géraldine, j'ai 30 ans et je suis là aujourd'hui pour témoigner sur la fertilité après cancer, pour redonner un petit peu d'espoir. Donc à l'âge de 14 ans, j'ai été atteinte d'une leucémie lymphoblastique aiguë qui a été traitée par chimiothérapie. Malheureusement, 5 ans après, j'ai fait une rechute qui cette fois-ci a été traitée par chimiothérapie, radiothérapie et greffe de moelle osseuse. Donc suite à tout ça, à l'âge de 20 ans, on m'a diagnostiqué ménopausée précoce. Donc là, le monde s'est un peu écroulé autour de moi, car en plus d'avoir été malade une bonne partie de ma vie, on m'annonçait que je ne pourrais pas devenir maman. Donc quelques temps après, j'ai rencontré une gynécologue pour avoir un traitement hormonal suite à ma ménopause, qui m'a de suite rassurée en me disant que ce n'était pas parce que je n'ovulais plus que je ne pouvais pas porter d'enfant. Donc bien sûr, elle m'a fait quelques examens pour me confirmer tout cela par la suite. Donc comme au niveau santé, bon, quelques temps après quand même, tout allait beaucoup mieux pour moi. J'ai pris rendez-vous avec le CECOS de Toulouse, qui, après quelques examens sur mon conjoint et moi-même, nous a bien confirmé que nous étions tout à fait aptes à être sur la liste d'attente pour un don d'ovocytes. Donc malheureusement, à Toulouse, les donneuses se font très très rares. Donc là, à cette époque, il m'a annoncé une attente de 10 ans, voire jamais. Donc là, avec mon conjoint, on s'est de suite regardé et on a tous les deux pensé la même chose, c'est qu'on avait une chance de devenir parents et qu'il n'était pas du tout envisageable d'attendre aussi longtemps ou de passer à côté. Donc encore une fois, c'est ma gynécologue qui a été d'un grand soutien et qui a commencé à me parler de l'étranger, de l'Espagne, d'une clinique sur Barcelone avec un très très bon taux de réussite. Donc je me suis documentée sur cette clinique assez rapidement et j'ai pu avoir que des remontées très très positives. Et en plus, grâce à son site internet, ils ont pu me répondre en français à toutes mes questions un peu bêtes que je me posais. Donc un premier rendez-vous a été pris. Nous sommes allés avec tous les examens médicaux qu'on avait déjà effectués sur Toulouse, car comme je les avais effectués dans les 6 mois auparavant, ils étaient encore valides pour la clinique. Donc ça a permis d'avancer le dossier beaucoup plus vite. Et là, la machine était lancée. En fait, j'ai commencé un traitement hormonal beaucoup plus dosé que celui-là que j'avais déjà, pour préparer mon corps à recevoir un embryon. Donc quelques mois après, la clinique nous a appelé pour nous signaler qu'une donneuse me correspondant avait déjà commencé un traitement hormonal et que d'ici quelques jours, il fallait qu'on revienne sur Barcelone, car ces ovocytes allaient être ponctionnés et fécondés avec le sperme de mon conjoint qui avait déjà été prélevé lors du premier rendez-vous. Excusez-moi. Donc arrivé à Barcelone, 2 ovocytes nous attendaient, ainsi que 3 autres congelés. Donc le transfert se passa très bien, avec beaucoup d'émotions, mais malheureusement, quand j'ai effectué mon test de grossesse 3 semaines après, le test s'avérait être négatif. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, les 3 ovocytes qui étaient fécondés n'ont pas survécu à la décongélation et n'étaient plus viables. Donc là, la clinique nous avait quand même bien préparé en nous disant que le don d'ovocytes n'était pas fiable à 100%, qu'il fallait quand même se préparer à un échec éventuel. Donc l'émotion et la peine étaient bien sûr très présentes, mais on a rapidement repris le dessus et décidé de repartir pour une deuxième tentative. Donc bien sûr, il a fallu attendre un petit moment, le temps que mon corps se remette du traitement, et puis aussi psychologiquement il fallait remonter la pente et attendre aussi de remonter un dossier parce qu'il fallait repartir depuis le départ et retrouver une donneuse. Donc comme pour la première fois, après j'ai repris un traitement hormonal et attendu le feu vert de la clinique, et le coup de téléphone t'as entendu arriva assez rapidement. Mais cette fois-ci, on est reparti sur Barcelone, pas dans le même état d'esprit. En fait, on est parti sur Barcelone en se disant qu'on partait juste un week-end en amoureux, parce qu'il y a eu un échec récemment. Je ne m'autorisais pas à penser à un test de grossesse positif ou à une grossesse tout court.
D'ailleurs, pour mon premier transfert, juste après, j'étais restée allongée jusqu'au lendemain de peur que ça tombe. Alors que pour le deuxième, on a visité Barcelone toute la journée, on a marché, on a fait les Ramblas. Donc quand les médecins nous disaient de ne pas y penser, de ne pas se focaliser là-dessus, de vivre normalement, c'est très facile à dire. Mais finalement, pour le deuxième essai, on va dire que j'y suis un peu plus arrivée, car après presque 8 ans de combat, aujourd'hui, je suis maman d'une petite Lola et d'un petit Théo âgé de 2 ans et demi, en très bonne santé. Donc je voulais juste dire que voilà, il faut toujours garder espoir, croire en ses rêves, que certes c'est long, c'est dur physiquement, c'est dur moralement. Après c'est onéreux hein, parce que quand on va à l'étranger, c'est pas remboursé par la Sécu. Hein, mais qu'au bout du compte, voilà, il faut y faire et que ça vaut le coup d'essayer. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux médecins. Et si vous avez d'éventuelles questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir pendant les pauses. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Géraldine. Je sais que c'était pas facile. Non. Donc, merci beaucoup. Alors en fait, on a récolté pas mal de vos questions via le site internet et toutes les personnes qui sont là donc, vont nous aider à aborder. On a essayé de les rassembler un petit peu par thématique. Donc on va essayer de répondre au maximum de questions. Évidemment, il y a toujours des questions qui sont très spécifiques qui ne seront pas forcément abordées. On vous invite, pareil, à venir voir les différents spécialistes au moment des pauses. Alors, allons-y. Donc, ben voilà, je suis une aguerrie, j'ai envie d'avoir un enfant. J'ai été informée ou pas d'ailleurs que ça allait être compliqué. En tout cas, je fais le constat. Déjà, est-ce qu'on peut informer sur quel impact des traitements sur ma fertilité masculine et féminine? Je vais y arriver. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je suis docteur Myriam Daudin. Je suis médecin biologiste au CECOS. Le CECOS est dans l'équipe de médecine de la reproduction. Et donc, je m'occupe, moi, entre autres, de la préservation de la fertilité, donc côté masculin, et je vais m'occuper également de la prise en charge des couples qui ont besoin d'un don de spermatozoïdes. Alors je suis un peu spécifique hein, sur le côté masculin, et j'ai d'autres collègues ici qui sont un peu plus spécifiques sur le côté féminin. Le docteur Nicolas Gatimel et Audrey Carteau, et mon collègue le professeur Eric Huyghe, qui lui c'est le côté masculin, le côté sexo aussi, côté andro-uro. Alors, pour andro, uro, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça pour nous qui n'y connaissons pas grand-chose. Je vais laisser la parole à Eric. On va peut-être commencer par répondre à la question, mais si vous voulez que je vous précise un petit peu mon champ d'activité, effectivement, il y a suite au traitement en particulier, on a des problèmes mécaniques, des problèmes liés au fonctionnement des organes génitaux, qui est plus de ma partie. Et donc, effectivement, en tant qu'urologue, je consulte pour des hommes. Hein, donc, je ne m'avancerai pas sur le versant féminin. Alors, pour répondre à la question, hein. Voilà. Alors, les traitements sont, enfin, tous les traitements impliqués dans le traitement du cancer, hein, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, iodothérapie, intervention chirurgicale, bien sûr, on connaît les effets sur la production de gamètes. Oui. Enfin, on connaît de ce fait, dans le cas de la prise en charge d'un patient, des informations pourront être données sur le risque d'atteinte de sa fertilité, et en fonction de sa situation, que ce soit un homme ou une femme, enfin côté féminin, côté
masculin, de façon multidisciplinaire aussi, des conseils pourront être donnés pour la préservation de la fertilité. Donc, chez l'homme adulte, la préservation de sperme, chez le petit garçon, la congélation de tissus testiculaires, chez la côté féminin, il y a des possibilités, différentes possibilités qui existent dans la littérature, et du point de vue concret, les choses ne sont pas si simples que ça. Côté féminin, donc, on peut faire la préservation par la cryoconservation du cortex ovarien. On peut conserver... Myriam, juste pour que c'est bon. Juste pour que ça soit clair, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans le discours médical. Je crois que la question derrière, c'est que les solutions au jour d'aujourd'hui sont possibles, que tous les patients n'ont pas la même atteinte de la fertilité. Et ça, c'est le message un petit peu positif que l'on peut avoir, qu'on peut aller de l'histoire de Géraldine, qui est une histoire un peu à l'extrême, on va dire, qui est celle d'une infertilité complète avec une ménopause associée, et après de ce qui est du domaine de l'hypofertilité et du domaine de ce qui est même de l'aléatoire, parce que chacun de nous peut potentiellement être hypofertile et pas avoir un risque supplémentaire de la population. Que globalement, quand même, le message, c'est que l'hypofertilité n'est pas, et peut être présente, n'est pas si systématique que ça, et que jusqu'à l'extrême de l'histoire de Géraldine, ça reste relativement exceptionnel. Et pour répondre un petit peu aussi à votre question, effectivement, on peut essayer d'aiguiller le couple et la patiente en l'occurrence sur le risque d'atteinte des ovaires avant le traitement. On le prédit en fonction du type de traitement. Ça varie beaucoup en fonction des molécules utilisées au cours des chimiothérapies. Et ce qui a beaucoup d'impact aussi sur le risque d'atteinte des ovaires, c'est l'âge de la patiente au moment où se fait le traitement. Et c'est vrai qu'en fonction de certains critères, on peut un petit peu aider la patiente à y voir plus clair sur après ses chances de grossesse spontanée ou bien sur le risque de ménopause précoce de façon... de l'après. Voilà, sur le versant masculin, ce que je voudrais ajouter, c'est que finalement, on a une grande chance, c'est d'avoir une méthode très simple pour tous les adultes, et ce, depuis l'adolescence, qui est la conservation de sperme. Ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Myriam et Nicolas, on a des connaissances relativement précises sur l'impact que peut avoir telle molécule ou tel cocktail de molécules ou telle dose de rayon avec tel champ d'irradiation sur la spermatogénèse. Par contre, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est finalement les suites. On sait que le cancer peut récidiver et on a également une certaine variabilité, et là je pense en particulier au cancer du testicule où parfois, avant de commencer les traitements, l'individu n'a pas sa fertilité optimale, et également parce que l'état général n'est pas toujours bon, et donc tous ces facteurs, l'évolution, le fait qu'avant il n'est pas forcément avec une fertilité suboptimale, nous poussent en France, en plus où on a probablement le meilleur système au monde dans ce domaine, nous poussent à congeler du sperme. C'est une proposition qui doit être faite par les médecins. Et c'est un message qui doit être diffusé autour de vous le plus largement possible, parce que réellement, c'est, je crois, d'un point de vue psychologique, quelque chose qui est particulièrement important, et on sait qu'il y a 5 à 10% d'utilisation ultérieure, parce que ces personnes sont dans une situation où le fait d'avoir congelé du sperme leur permettra d'avoir un enfant. Peut-être Audrey, Audrey Carto, donc, qui est plus pédiatre, les choses ont beaucoup évolué aussi sur, on va dire, les 10 dernières années sur la façon pour des pédiatres d'aborder quelque chose qui peut être, quand on a des enfants de 2 ans, 3 ans, c'est vrai que la fertilité n'est pas obligatoirement dans nos têtes et qu'il y a d'énormes progrès à faire, même sur l'abord de l'hypofertilité. Et
ce serait peut-être bien que tu puisses juste dire quels sont les points d'ancrage, les points d'appel qui peuvent amener des patients à venir vers vous déjà. Quand est-ce qu'il faut poser les questions et toi, ton expérience de comment prévenir, et du moins avoir une prise en charge précoce de ces enfants. Oui, par exemple, moi je suis pédiatre, donc je vois les enfants, les petits et les plus grands, les garçons et les filles. Nous, on essaie de répondre aux questions des parents qui ne sont pas forcément les mêmes que les questions des médecins ni que les questions des enfants. Donc dans certains cas, oui, on peut essayer de proposer une préservation, mais après, c'est surtout d'expliquer ce qui va se passer, qu'on ne sait pas exactement quel va être l'impact sur la fertilité après, sauf dans des cas où on sait qu'il y aura vraiment une stérilité complète. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la fertilité et les hormones. Et c'est important, même si on vous dit non, il y aura probablement une stérilité derrière, c'est qu'il y ait un suivi pour qu'on puisse expliquer au fur et à mesure les choses en grandissant et qu'on suive aussi l'impact des hormones. Et c'est ce que disait Eric chez le garçon, la sexualité, le bien-être, l'habit, mais de notre côté médecin aussi, la minéralisation osseuse et tous les autres impacts sur le corps. Et pour les femmes aussi, pour pouvoir bénéficier d'un don d'ovocytes, il faut avoir un suivi gynéco, il faut vérifier qu'au niveau hormonal, s'il y a, j'aime pas ce mot de ménopause précoce, mais des hormones qui fonctionnent moins bien, de pouvoir mettre un traitement, parce qu'il faut maintenir l'utérus qui soit suffisamment développé, parce que c'est important pour la féminité, pour se sentir bien, et donc pouvoir évaluer à ce moment-là et avoir des réponses sur comment ça se passe, et puis pouvoir préparer l'avenir, soit avec un don d'ovocytes. Alors oui, c'est lourd et c'est difficile. C'est difficile chez nous, mais Nicolas le dira peut-être, mais c'est de moins en moins difficile parce que les choses ont été allégées sur le don d'ovocytes. On vous a mis des petits fascicules à l'extérieur, et que c'est pour des donneuses, donc qui voudraient aider des femmes à avoir des enfants, c'est plus difficile que pour un donneur. Un homme, c'est plus facile d'aller donner concrètement du sperme que de donner un ovocyte où il faut avoir des traitements, tout ça. En France, c'est un don qui est gratuit, volontaire et anonyme. À l'étranger, c'est des donneuses qui sont rémunérées et qui peuvent ne pas être anonymes. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué en France, mais ça nous permet d'être protégés. C'est plus 10 ans d'attente, et c'est vrai que ça permet que la prise en charge soit faite par la sécurité sociale. Donc il y a cette inégalité, mais ça progresse. Donc on progresse dans le bon sens, et on a besoin de vous également pour progresser. Donc les informations évoluent, il faut revenir vers nous ou vers différents médecins, donc gynécologues, andrologues, médecins biologistes de la préservation, pédiatres aussi, pour pouvoir avoir ces informations et voir comment les choses évoluent. Donc nous, on essaie d'évoquer ça avec les parents. Oui, si on peut, chez les ados, on essaie de préserver la fertilité. Chez les petites filles, on essaie aussi, mais c'est difficile. On est encore sur de la recherche. On ne sait pas ce qu'on pourra faire après exactement avec ces ovaires. Et on le dit honnêtement, on n'est pas sûr que ça fonctionne. En tout cas, c'est important de se poser la question et d'en discuter. Et je pense que c'est important aussi pour vous, parents ou patients, qu'on puisse avoir abordé ça et qu'on vous explique. On ne sait pas tout, ça va progresser. Voilà quel est le risque. Et voilà ce qu'on peut proposer. Alors, moi, ce que je retiens là, maintenant, tout de suite, c'est que finalement, effectivement, le cancer peut avoir des conséquences sur la fertilité, mais pas forcément. Donc, c'est quand même super positif. Que les médecins ont des informations à transmettre autour de ces sujets aux parents. Les parents, alors, sont peut-être pas forcément à même de prioriser ces informations-là au moment des traitements. Donc, nous, en tant qu'aguerris, c'est vrai qu'il peut y avoir de la perdition d'informations au moment où vous transmettez cette information aux parents et aux aguerris qui, 10 ou 15 ans plus tard, se lancent dans un projet d'enfants qui n'ont peut-être pas eu l'information des parents, ou bien dans ces cas-là, ça a évolué. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est-à-dire que oui,
revenez vers nous, mais finalement vers qui? Est-ce qu'il faut qu'on ait le réflexe d'en parler à notre gynécologue? Voilà. Oui, j'ai vu dans les questions. Je pense qu'il faut vraiment avoir le réflexe de le dire et d'en parler au médecin qui s'occupe de vous, parce que même si c'est une leucémie à 2 ans, la gynéco qui vous suit après quand vous êtes une jeune femme, si elle ne le sait pas, il y a des impacts, il y a des choses à surveiller que nous, médecins, on sait. Je parlais de la minéralisation osseuse, de plein de trucs, et que vous, non, on ne sait pas. Et puis on se dit... C'est quoi la numérisation osseuse? la solidité, la fragilité de l'os. Hein, on sait que ça peut être un impact. Et les hormones sont importantes. La testostérone chez le garçon, les oestrogènes chez la fille. Donc voilà, une jeune femme si elle n'a pas ses règles, ben, elle va se poser la question, elle va en discuter. Mais voilà, si on a ses règles, ben, on est rassuré, ça veut dire que si on a ses règles, ça veut dire qu'on ovule. Mais voilà, nous, on a d'autres moyens de surveiller, de dire attention, là, oui, ça fonctionne. Le stock, puisque je vais parler plus du côté fille, il est différent d'une femme à l'autre, cancer ou pas, d'une jeune fille à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les réponses. Ça dépend d'où on part, quel est notre stock de petits ovules et est-ce qu'il a été impacté, amputé par les traitements et où on va. Donc, c'est ça qu'on peut évaluer ensemble avec même une gynéco de ville, mais en expliquant les choses. Il faut que ce soit un échange. Et pour revenir sur à quand, je pense que c'est ce qu'on disait avec Anne-Isabelle, la transition, c'est super important. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et on a cette chance d'être sur une unité de lieu à Toulouse, de pouvoir rediscuter de ça à l'adolescence. Et à l'adolescence, même si on est très à distance du cancer, les ados, ils l'entendent. Ça dépend quelles sont les questions, mais quand on parle voilà, des hormones, des règles chez les filles, de la sexualité, de l'entrée dans la vie d'une fille, et bien, là, qu'ils comprennent qu'il y a cette question-là, qu'il faudra y revenir, et c'est à ce moment-là qu'il faut le réévoquer avec les jeunes, je pense. Audrey, on est d'accord que c'est vrai qu'il est très difficile d'être prédictif au moment du diagnostic d'un cancer chez un enfant, parce que cela dépend de son âge, du type de cancer, de s'il va être traité avec une seule ligne ou plusieurs lignes de traitement, qu'il est indispensable au moment de la transition vers l'âge adulte de donner les informations dans la limite de nos connaissances et de mettre des alertes en termes de qu'est-ce que je dois déclencher dans mon suivi. Pour vous, parce qu'il y a des questions précises là-dessus, je dois m'inquiéter quand j'arrête une contraception orale sur le délai que l'on doit prendre pour commencer à faire une enquête sur où est-ce qu'il n'y a pas de délai, où est-ce qu'il faut le faire d'entrée. Moi, je pense qu'il faut en discuter avant d'arrêter. Parce qu'un projet d'enfant, ça se prépare, comme on disait. Donc, pas se dire, j'avais ce traitement, on m'a dit que j'en avais besoin toute ma vie, je vais arrêter, on va bien voir. Oui, on peut le décider, mais c'est bien de l'accompagner plutôt que de voir des jeunes filles, parce que moi, je vois plus des jeunes filles qui arrivent, ça fait 6 mois que j'ai arrêté ma pilule, il n'y a toujours rien, j'ai des bouffées de chaleur. Il vaut mieux l'anticiper, on a des examens, on va essayer d'arrêter de surveiller ça, mais ça se prépare. Nous, à Toulouse, on a une consultation qui porte le joli nom de Féminitude, qui sont cancer et féminité, où on voit les jeunes femmes, vite, et où on peut préparer ça ensemble. Oui, on essaie d'arrêter. Qu'est-ce qu'on espère? Quelles sont les possibilités? Est-ce que ça va fonctionner tout seul? Quels sont les examens qu'il faut faire? On peut arrêter et se donner quelques mois, mais je crois qu'il ne faut pas se donner trop de temps et il faut en discuter avec les médecins qui s'occupent de vous. Donc on anticipe au maximum. Voilà. Oui, je voudrais rajouter un petit mot sur le versant masculin, puisque là on a parlé pendant quelques minutes du versant féminin. Pour répondre à votre question sur l'interlocuteur pour la prise en charge en oncofertilité chez le garçon, je crois que l'interlocuteur principal depuis l'âge de 12 ans, je dirais jusqu'à la fin du questionnement, c'est le biologiste du SECOS. Les biologistes du SECOS, donc là, vous avez Myriam qui est à côté et qui pourra renforcer les choses. De vous demander, qu'est-ce que le SECOS ? Bon, alors donc je vais répondre. Moi, je vous pose plein de questions pièges, en fait, c'est ça. Non, mais ça va aller facile. Donc le SECOS, c'est le Centre d'études de conservation des œufs et du sperme. Les premiers SECOS ont été mis en place en 1973 à Paris.
Ça existait comme une association de la loi 1901 et ça a été intégré dans les hôpitaux en 1984, je crois, ou peut-être un peu plus tard, je ne sais plus, j'y étais pas encore. Donc en fait, notre mission, c'est de préserver la fertilité, de pouvoir aussi donner des ovocytes et des spermatozoïdes de donneurs, et c'est aussi le suivi des patients. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important qu'on met en place, de demander aux patients qui ont eu une conservation de spermatozoïdes de revenir au décours à distance d'une année de la date de fin de traitement pour pouvoir faire à nouveau un point. Voilà. Et puis moi, je vois aussi des ados adressés par mes collègues oncopédiatres, et même des patients qui viennent d'eux-mêmes. Là, depuis peu, on a des patients qui viennent d'eux-mêmes faire le point sur la fertilité. Voilà, savoir où ils en sont. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, je trouve que je suis très contente que ça se mette en place. Voilà, les gens, c'est très important qu'ils reviennent, qu'ils viennent et qu'on fasse le point. Et ce que n'a pas rajouté Myriam, c'est qu'en France, on a une grande chance. C'est d'avoir une organisation de ces sécos avec un maillage territorial. Et dans beaucoup de pays, ça manque. En particulier les pays libéraux, où on peut avoir des centres privés qui ouvrent leurs portes à côté de l'hôpital, mais parfois loin de l'hôpital. En France, on a cette chance d'avoir un sécos par région, parfois plusieurs. Il y a quelques centres également qui ne font pas partie de la fédération des sécos, mais au moins, on est sûr d'avoir dans votre région toujours un centre. Et je crois que ça, c'est la grosse différence entre la France, par exemple, et les États-Unis. Et ça explique qu'on ait des taux de conservation de sperme chez les adultes jeunes qui soient à 70% à peu près, alors qu'on ne dépasse pas les 40-50% aux États-Unis. Voilà, donc je crois que c'était quand même bien aussi de dire les forces de notre système. Et effectivement, du côté masculin, nous aussi, on travaille sur la transition et donc en lien avec le sécos et avec la pédiatrie, on a créé aussi une activité sur la transition, parce que c'était effectivement important. Et donc dedans, il y a le biologiste du sécos avec l'urologue, andrologue et le sexologue qui peuvent répondre alors de manière globale, puisque c'est vraiment ce qu'on essaie de trouver, c'est-à-dire une réponse individualisée, globale, et tout au long du parcours personnalisé de soins. J'ai juste une petite question. J'ai on va dire, une vingtaine d'années. J'ai entendu, au moment de la transition, un certain nombre d'informations avec des médecins qui ont essayé le mieux possible de bien différencier ce que est l'hormonologie, donc les hormones, la testostérone et autres, ce qui est de la sexologie, donc de mes compétences sexuelles, et ce qui est de mes compétences reproductive, donc ma possibilité d'avoir des enfants. Donc j'ai tout entendu. Des fois j'ai un peu tout mélangé parce que c'est difficile. Et je me retrouve à 20 quelques années. Clairement, j'ai toutes ces questions-là. Je vais où ? Eh bien justement, je pense que la personne, alors en tout cas à Toulouse, clairement, une consultation au sécos va être le point d'entrée parce que finalement, d'une part, il faut savoir que depuis la création, il y a eu une vraie réflexion dans la Fédération des sécos sur les aspects psychologiques et sur la sexualité. Alors bien sûr, il n'y a pas des sexologues dans tous les sécos, mais il y a toujours cette sensibilité-là, et donc ça a permis de créer des liens et donc d'aider plus efficacement les patients. Donc Élodie, si tu es d'accord, je pense qu'on peut résumer les choses avec effectivement une probabilité d'hypofertilité, d'infertilité qui va être difficile à évaluer, mais globalement le message c'est que la reproduction est possible. Dès qu'elle est en questionnement, que ça soit du côté sexualité ou reproduction et capacité de reproduction, on a 2 interlocuteurs régionaux, moi sur Midi-Pyrénées, Féminitude et les sécos pour les garçons. Donc Féminitude pour les filles, sécos pour les garçons. Alors, une dernière intervention, puis on va passer aux questions. J'avais un petit message à faire passer pour aller un peu dans la lignée de ce que disait le professeur Huyghe.
concernant la préservation de la fertilité féminine, c'est vrai que c'est plus difficile, ne serait-ce que par la nature du prélèvement des gamètes, des ovocytes, c'est plus difficile que préserver la fertilité masculine. Mais je voulais vous dire qu'il existe des techniques, comme l'a dit Audrey, certaines sont encore en cours d'évaluation, mais on a eu des grossesses sur des prélèvements de fragments ovariens et des greffes ultérieures. Il y a eu des grossesses également sur des prélèvements d'ovocytes matures qui ont été congelés par une technique maintenant qui est de plus en plus développée qui s'appelle la vitrification. Donc ces techniques, elles existent. En fonction de la situation de la patiente, bien sûr, on ne peut pas les proposer tout le temps. Et c'est là la difficulté de notre activité, c'est de jongler avec ces techniques. Mais elles existent. Il y a vraiment des progrès qui sont faits actuellement, et pour la préservation de la fertilité féminine y compris. Voilà. Voilà, c'est juste le message que je voulais faire passer. Et c'est vrai qu'après le don d'ovocytes, on en a parlé, ça vient après si on n'a pas pu préserver ses propres ovocytes ou ses propres fragments d'ovaires. On peut discuter du don d'ovocytes. Et là aussi, on essaie de développer ça à Toulouse et en France de plus en plus. Alors malheureusement, ou bien heureusement, j'ai envie de dire, il y a un cadre légal différent de l'étranger qui fait qu'on a des délais un petit peu plus longs. Mais ça se développe et ça, voilà, ça a beaucoup changé. Est-ce que, Élodie, on peut voir les délais sont de 2 à 3 ans. Est-ce qu'on peut voir les questions peut-être dans la salle maintenant? Parce que Alors, moi, je voudrais juste apporter une chose. C'est vrai qu'on a parlé de fertilité, de sexualité pour avoir des enfants, mais il y a une autre possibilité, et au sein de l'association, on a quelqu'un qui illustre très bien cet exemple, il y a l'adoption. Voilà. Donc, je pense à Cécile qui fait partie du bureau des aguerris, qui en est un très, très bel exemple. Donc, si vous voulez, elle est là. Elle est juste là, 2e rang. Si vous voulez aussi en parler avec elle à la pause, elle pourra vous parler de son expérience qui est vraiment très belle et très positive.